Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio ACB consacrée aux cours d'histoire. Aujourd'hui, nous allons terminer le deuxième volet de cette leçon consacrée aux indépendances et aux constructions de nouveaux États. C'est un chapitre qu'on appelle plus communément la décolonisation. Donc après avoir vu la dernière fois l'exemple de la décolonisation de l'Inde, nous allons aujourd'hui aborder de façon plus générale l'origine et les étapes de la décolonisation dans l'après-guerre globalement, en voyant quelques détails sur les indépendances dans l'océan Indien, et puis on verra comment de nouveaux États s'affirment sur la scène internationale. Vous avez proposé de réaliser l'itinéraire 2, page 115, sur les conditions dans lesquelles l'indépendance de l'Inde se fond. C'est un travail facultatif qui permettra de compléter éventuellement des compétences qui n'ont pas été évaluées et que vous pouvez déposer sur les espaces élèves ou sur les liens où vous pouvez déposer les devoirs. Pour mener cette leçon, nous allons continuer à utiliser le manuel, donc j'espère que vous l'avez sous les yeux. Également la planche de documents que je vous avais distribuée et la fiche de travail à compléter. Alors, deuxième partie du cours, origine et étapes de la décolonisation. Premier thème, les causes. Pourquoi ces pays-là arrivent à se décoloniser et à devenir des États indépendants ? Une des premières explications, il faut la trouver dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et même dans l'événement Seconde Guerre mondiale. En effet, c'est une guerre dans laquelle les puissances européennes ont beaucoup participé, et elles se retrouvent affaiblies, une fois de plus, comme à l'issue de la Première Guerre mondiale, elles se retrouvent affaiblies par ce conflit mondial, au bénéfice, par exemple, des États-Unis ou de l'URSS. Donc c'est un premier élément à la fois matériel du point de vue de la santé économique des pays européens, mais également du point de vue de la perception que les colonies pouvaient avoir de leur métropole colonisatrice comme une puissance supérieure et invincible. Donc premier élément que l'on peut noter sur la fiche, les puissances coloniales européennes sortent affaiblies de la Seconde Guerre mondiale, première explication à ces mouvements de décolonisation. Le deuxième élément d'explication, on va pouvoir le trouver dans le deuxième paragraphe du document 2, page 118. On peut également prendre les documents 3 et 4 de la planche, mais commençons par le document 2, page 118. On va tout de suite démarrer par le deuxième paragraphe. C'est un texte de Nehru, qui date de 1955, donc vous voyez c'est après l'indépendance de l'Inde, et on voit quel est ce sentiment que pouvaient avoir ces pays colonisés ou anciennement colonisés. Je lis le deuxième paragraphe. Nous attachons de l'importance à l'amitié des grandes puissances, mais à l'avenir, nous ne coopérerons avec elles que sur un pied d'égalité. Nous élevons notre voix contre le colonialisme, dont beaucoup d'entre nous ont souffert pendant longtemps. Et c'est pourquoi nous devons veiller à ce qu'aucune autre forme de domination ne nous menace, etc. Donc, ce sentiment-là, vous le devinez, on en avait déjà parlé pour l'exemple indien, c'est le sentiment indépendantiste, le sentiment nationaliste. Donc, on peut noter sur la fiche, les peuples colonisés veulent s'émanciper, c'est-à-dire se libérer, et développent des mouvements indépendantistes et nationalistes. Nationalistes, on avait déjà lu la définition page 121, mouvement qui lutte pour la libération des populations et des territoires colonisés.
Donc là, la deuxième explication, c'est par l'existence de ces mouvements même nationalistes qui vont pousser à la décolonisation. Il peut être intéressant de lire le document 4 de la planche, qui est un document écrit par Ho Chi Minh. Alors Ho Chi Minh, c'est un indépendantiste indo-chinois. L'Indochine, je vous en avais déjà un petit peu parlé, cette ancienne région d'Asie du Sud-Est, colonie française. Et dans l'après-guerre, on a justement un texte de 1945 qui va nous donner là également le sentiment de ces nationalistes et indépendantistes, cette fois-ci indo-chinois. Donc proclamation de l'indépendance du Vietnam. Tous les hommes ont été créés égaux. Le Créateur leur a conféré certains droits inaliénables. Parmi ceux-ci, il y a la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ces paroles immortelles sont tirées de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française a également proclamé « Les hommes sont nés et demeurent libres et égaux en droit. Il y a là d'indéniables vérités, dit-il. » Cependant, depuis plus de 80 ans, les impérialistes français, reniant leurs principes liberté, égalité, fraternité, ont violé la terre de nos ancêtres et opprimé nos compatriotes, c'est-à-dire les Indochinois. Leurs actions sont contraires à l'idéal d'humanité et de justice. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, donc c'est le projet indépendantiste indo-chinois à l'époque, proclamons solennellement à l'intention du monde entier: le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et il est en fait libre et indépendant. Déclaration d'Ho Chi Minh, publiée dans la République à Hanoï le 1er octobre 1945. Une troisième explication à ce mouvement de décolonisation peut être trouvée dans le document 5 de la planche. On va le lire, document 5 de la planche. Ce document s'intitule « Le nouveau contexte international après 1945 » et on va lire les deux premiers textes. Le premier texte émane de J.F. Dulles, qui est secrétaire d'État des États-Unis en 1953, tandis que le deuxième texte émane de Jdanov, qu'on a déjà vu, souvenez-vous, dans la guerre froide, et qui date de 1947. Donc ces deux textes vont nous donner la position et l'avis des deux grands qui s'affrontent à ce moment-là dans le cadre de la guerre froide. Premier texte. Nous n'avons pas oublié que nous fûmes la première colonie à arracher l'indépendance, dit l'Américain. Notre conviction est que la transition du statut colonial à l'autonomie, entre parenthèses l'indépendance, doit être menée à une complète réalisation. Deuxième texte. L'URSS est le seul vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations, un adversaire de l'exploitation coloniale sous toutes ses formes, dit Jdanov. Donc vous voyez bien qu'à travers ces deux textes, les deux grands ont une position, là aussi, anticoloniale. Pourquoi ? Eh bien, s'ils peuvent affaiblir l'Europe un petit peu plus, ça ne les dérange pas. Et puis, s'ils peuvent récupérer des parts de marché ou des zones d'influence sur les anciennes colonies européennes, évidemment, ça peut également les intéresser. En dehors, ou en plus peut-être aussi, de l'état d'esprit général qui pouvait régner à ce moment-là. Donc, on peut noter en trace écrite les deux grands, URSS et États-Unis, affirment leur anticolonialisme, donc ils sont contre le colonialisme et contre les colonies, anticolonialisme, ce qui répond à leur recherche de domination et contribue à affaiblir l'Europe. Voilà une autre explication. Pour terminer ces causes de la décolonisation, on peut rester sur le document 5 de la planche et prendre le dernier texte, qui est une résolution de l'ONU qui date de 1952. Je lis le document. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies doivent reconnaître et favoriser la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, compte tenu des principes de la Charte de l'ONU et de la volonté exprimée des populations intéressées. La volonté des populations intéressées sera connue
par voie de référendum ou autre moyen démocratique. Et bien là, ce n'est pas pour nous surprendre, évidemment l'ONU veut favoriser la décolonisation et ça peut être également un autre élément explicatif de ce mouvement, puisque ça correspond à la charte des Nations Unies. Alors, on peut donc terminer cette première partie sur les causes avec la trace écrite. Cette position anticoloniale est relayée par l'ONU qui défend l'idée du droit à l'autodétermination, c'est-à-dire je me détermine moi-même et je détermine moi-même mon avenir, je décide de mon avenir moi-même, du droit à l'autodétermination des peuples colonisés. Voilà, le texte qu'on vient de lire parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la même notion, c'est la notion d'autodétermination. Alors, puisqu'on fait de l'histoire, on va maintenant parler des étapes de cette décolonisation, les étapes dans le temps, et on peut pour cela revenir à la page 113, où on avait un planisphère avec, dans la partie centrale de la légende, les étapes de la décolonisation. Donc il suffit de regarder cette carte et vous voyez que globalement on a deux couleurs principales. Vous avez la couleur orange clair, on pourrait dire, et une couleur orange foncé. Globalement, la couleur orange foncé correspond à la période entre 1945 et 1955 et ça se passe dans la région asiatique, du sud-sud-est asiatique, à part, c'est vrai, la Libye en Afrique, tandis que l'autre couleur, entre 55, 56 et 65, concerne globalement le continent africain. Après 66, il y a l'Angola, la Namibie, le Mozambique qui accèdent également à l'indépendance sur le continent africain. Mais si on doit schématiser et simplifier ces étapes, on peut considérer qu'il y a deux étapes. On peut noter sur l'affiche, la décolonisation commence en Asie. La légende nous dit 45-55. Je préfère prendre 47 puisqu'on avait vu l'Inde. 47 étant en particulier la date de l'indépendance de l'Inde. Puis s'étend à l'Afrique, donc deuxième zone, puis s'étend à l'Afrique. Et là, pour l'Afrique, retenez les années 1960, c'est plus simple, 1960 et les années suivantes. Donc c'est vrai que ce sera assez commode de retenir pour l'Asie 45-55, si ça peut vous aider. On ne va pas vous en tenir trop rigueur. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que cette décolonisation, que ce soit en Asie ou en Afrique, ne se fera pas partout de la même façon. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, puisque ce sera notamment l'objet d'un autre cours quand on abordera l'histoire de la France dans l'après-guerre. On peut considérer que pour l'Inde, on l'a vu, la décolonisation est pacifique. Et pour l'Afrique noire française, cette colonisation se fait également de façon apaisée, on va dire, et il n'y a pas de guerre coloniale à ce moment-là. Donc on peut noter, elle est pacifique pour l'Inde, 1947, elle est pacifique pour l'Inde, 1947, même si on a vu qu'il y a des affrontements après l'indépendance, et l'Afrique noire française en 1960. En effet, la France, à ce moment-là, est gérée par le général de Gaulle, et le général de Gaulle accepte, reconnaît ce mouvement de décolonisation qui est mondial et accorde progressivement l'indépendance aux différents pays d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française. Par contre, elle va être violente, cette décolonisation, avec la guerre d'Indochine, en 1947, de 1947 à 1954, j'en reparlerai dans un cours suivant. On en a un petit peu parlé déjà lorsque je vous ai parlé de la guerre du Vietnam. C'est une guerre menée par la France, vous voyez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 47-54, la guerre d'Indochine.
Et elle est également violente avec la guerre d'Algérie, cette fois-ci, et la guerre d'Algérie 1954-1962, la guerre d'Algérie pour ces deux colonies françaises. Là aussi, je reviendrai sur ces sujets ultérieurement. Nous avons vu ces deux étapes, 47-54 et les années 60. Il faut compléter à ce moment-là la carte que je vous avais proposée et bien faire apparaître les deux périodes que vous pouvez retenir parmi les dates du chapitre. Alors nous vivons à La Réunion et il est évident qu'il faut ici ouvrir une page sur cette affaire de décolonisation à La Réunion et dans les pays aux alentours. Alors au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, La Réunion est toujours une colonie. Elle est gérée par un gouverneur qui est le représentant de la France. Et cette colonie-là, même si elle a une relative autonomie dans son fonctionnement, aspire, elle aussi, à accéder à davantage d'indépendance, ou en tout cas, ou davantage d'autonomie. Alors il va y avoir à La Réunion différents mouvements qui vont agir dans ce sens, et je vous invite à regarder la planche de documents que je vous ai donnée à ce sujet. On a donc des acteurs à La Réunion. On a par exemple Léon Le Pervenche, dont on avait un petit peu parlé au moment du rattachement de La Réunion à la France libre en 1942. Léon Le Pervenche est communiste et il demande une décolonisation de La Réunion. On a également comme acteur Raymond Vergès, qui lui aussi est pour ce mouvement de décolonisation, pour plus de reconnaissance et d'autonomie pour l'île. Alors, il n'y a pas eu vraiment de mouvement indépendantiste très virulent à La Réunion. On avait par contre un mouvement qui demandait un rattachement à la France en tant que département, donc un mouvement, on va dire, départementaliste. Si on compare à l'île Maurice, qui elle a accédé à l'indépendance, donc c'est l'analyse que nous donne Daniel Waxeler sur le document, selon lui, les relations entre le Royaume-Uni et l'île Maurice, d'une part, et d'autre part entre la France et la Réunion, n'étaient pas les mêmes. Selon lui, le Royaume-Uni a toujours gardé ses distances avec les Mauriciens et n'a pas spécialement cherché à les intégrer dans le Royaume-Uni, alors que la France a davantage cherché l'intégration de la population réunionnaise à la République française. Et il considère que cette différence-là explique cette différence également de revendication et de mouvement. Donc la Réunion va effectivement accéder au statut de département. Donc on peut noter, la colonie Réunion devient département français en 1946. Devient département français en 1946. Alors on peut se poser la question de savoir si l'accession au statut de département correspond à une décolonisation. Dans un sens oui, puisque l'île n'est plus une colonie, c'est vrai, et qu'elle accède à la représentativité dans les instances politiques, avec des députés. Est-ce que la Réunion accède à davantage d'indépendance ? Ce n'est pas sûr, puisque l'île reste dépendante économiquement, notamment des marchés, de la métropole, ou même elle reste dépendante en ce qui concerne le progrès économique et social qui est attendu à ce moment-là. Progrès qui tarderont à venir, mais progressivement, l'île accédera à l'égalité sociale en termes de sécurité sociale, d'allocation, et puis également de normalisation des salaires et d'ajustement par rapport à la métropole qui se fera seulement dans les années 1990. Alors il faut également parler de Madagascar. Madagascar qui était une colonie française depuis 1895, au XIXe siècle. Colonisation qui s'est faite dans la brutalité par la France, avec notamment le général Gallieni. Le XXe siècle voit quelques mouvements de résistance à Madagascar, notamment dans les années 20, avec une ligue malgache pour l'accession des indigènes à la citoyenneté française. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Madagascar, qui a été envahi par les Britanniques, souvenez-vous, lorsqu'ils débarquent à Diego Suarez, cet événement achève de miner le prestige de la France.
En 1946, il y a différents combats pour l'indépendance qui sont menés. Il y a un parti, on va dire, indépendantiste qui est monté, le MDRM, Parti démocratique de rénovation malgache. À cette époque-là, il y a également un mouvement indépendantiste en Indochine, tandis que les Français essayent de soutenir des partis anti-indépendantistes. Le 29 mars 1947 éclate à Madagascar, dans le sud de l'île, une insurrection. Une révolte qui grandit de jour en jour. Plus de 20 000 malgaches grossissent les rangs de cette révolte, notamment les paysans. La révolte gagne les hauts plateaux et on voit des attaques de nuit dans les maisons occupées par les Français. Il y a une répression qui va être menée par l'armée française qui envoie 18 000 hommes. L'insurrection recule, mais les massacres sont nombreux et ces massacres vont toucher notamment la population civile, les femmes, les enfants, notamment au village de Muramanga. Finalement, l'insurrection est matée au bout d'1 an, mais il y a de nombreux morts à Madagascar. C'est une blessure pour le peuple malgache et la France ne peut en être fière car des exactions ont été commises à ce moment-là, des viols, des tortures. Et on pense qu'il y a entre 11 000 et 100 000 morts selon les chiffres, on n'est pas tout à fait d'accord. Il faudra attendre encore plus de 10 ans pour que les Malgaches puissent accéder à l'indépendance. Et cette indépendance se fera en 1960, en même temps que le mouvement d'indépendance accordé aux colonies françaises d'Afrique. Donc on peut noter sur votre fiche Madagascar, colonie française. Madagascar, colonie française, est indépendante en 1960. Mais il était important de rappeler cette féroce répression française de 1947 qui, pour les Malgaches, est restée une date tristement célèbre. En ce qui concerne maintenant l'île Maurice, ou Maurice Rodrigue, puisque les deux îles sont attachées, ce sont des îles, des Mascareignes qui ont connu une période française de 1715 à 1810, après la défaite de Napoléon. Les Britanniques gardent l'île. Donc on a une économie qui est liée à la canne. Petit à petit, il y a quelques améliorations en termes de représentation sur l'île. Après la Seconde Guerre mondiale, on constate un ralentissement économique. Et en 1965, ça va mieux, la situation économique est stabilisée. Et dans le même mouvement d'indépendance africain, on pourrait dire, les Britanniques décident d'organiser l'indépendance de l'île. L'indépendance est effective le 12 mars 1968, malgré le vote négatif des Rodriguais. Et à partir de là, l'île Maurice va se doter d'un système parlementaire de type britannique, et faire partie également du marché commun britannique dont on avait parlé, c'est-à-dire le Commonwealth. Donc on peut noter Maurice Rodrigue, colonie britannique. Maurice Rodrigue, colonie britannique, est indépendante en 1968. Est indépendante en 1968. Pour continuer dans l'ordre chronologique, il faut maintenant parler de l'archipel des Comores, donc au nord-ouest de la grande île de Madagascar, un archipel formé de 4 îles, Mayotte, Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Ces îles Comores vont devenir progressivement protectorat français, mais c'est d'abord l'île de Mayotte en 1841 qui devient un protectorat français. L'esclavage d'ailleurs y est aboli en 1846 avant la Réunion. Et c'est quelques années plus tard, seulement en 1886, que Anjouan puis Grande Comore devient également protectorat français. Ces îles seront rattachées à l'administration de Madagascar. Et puis, en 1946, on leur redonne une certaine autonomie par rapport à Madagascar. En 1953, certains Comoriens demandent l'indépendance. Ils vont finalement obtenir un peu plus d'autonomie. Et c'est seulement en 1961 qu'on va vraiment leur donner un statut d'autonomie interne avec un gouvernement local. Saïd Mohamed Cheikh, qui participe à ce gouvernement comorien,
fait transférer la capitale de Dzaoudzi sur l'île de Mayotte à Moroni. En effet, Mayotte avait quand même été colonisée plus tôt par les Français que le reste de l'archipel, et là, il y a un signe de basculement ou des zones d'influence. Et ça va provoquer une méfiance des élus de Mayotte envers ces indépendantistes comoriens. En 1968, les autonomistes comoriens réclament l'indépendance. D'ailleurs, en 1972, l'ONU demande l'autodétermination pour cet archipel. Finalement, en 1973, des accords sont trouvés avec la France pour l'accession à l'indépendance. La France va organiser un référendum, elle va demander aux Comoriens leur avis, mais c'est un référendum qui va être fait par île. Les 4 îles vont s'exprimer chacune de leur côté. Et le résultat, c'est que 65% des Mahorais, c'est-à-dire les habitants de Mayotte, veulent rester français. La France va donc garder Mayotte dans le giron français, tandis que les 3 autres îles vont devenir la République indépendante des Comores. Depuis cette date-là, cette République des Comores a déposé une plainte auprès de l'ONU, une plainte qui dit que la France n'a pas respecté un vote qui aurait dû, selon elle, englober la totalité des Comoriens. Cette plainte n'a toujours pas abouti aujourd'hui, et au contraire, on l'a vu ces dernières années, Mayotte a accédé pleinement au statut de département, devenu le 101e département français ces dernières années, donc s'est rapproché de la France. Pour terminer ce tour d'horizon des îles de l'océan Indien, il faut parler des îles Seychelles, qui étaient une colonie britannique et qui sont indépendantes en 1976. On peut donc noter les Seychelles, colonies britanniques, sont indépendantes en 1976. Donc vous voyez que globalement, on se trouve dans la période qui est celle de la décolonisation de l'Afrique, c'est-à-dire dans les années 60. On va terminer cette leçon avec le grand C, l'affirmation des nouveaux États. On peut se poser la question, que deviennent ces pays nouvellement indépendants? Comment ils s'organisent? Quelle place ils vont tenir sur l'échiquier international? On pourra là à nouveau indiquer des éléments de cette partie sur la carte, dans le grand 3 de la légende, avec l'affirmation des nouveaux États. On peut démarrer cette étude avec le document 2, page 118, l'émergence du tiers-monde à Bandung, texte de Nehru. À ce moment-là, les pays nouvellement indépendants, qui les anciennes colonies, vont tâcher de s'organiser, de se retrouver et de mutualiser leurs efforts pour aider les pays qui sont encore des colonies à se décoloniser, mais aussi peut-être à trouver des alliances ou des associations qui peuvent les aider à exister politiquement sur la scène internationale ou qui peuvent également les aider à développer des accords économiques. Donc ces nouveaux pays indépendants vont se retrouver pour une conférence qui a lieu à Bandung. Vous voyez sur la carte au-dessus, document 1, page 118. Ça se passe en Indonésie en 1955. On va relire le début du texte puisque l'autre moitié du texte, nous l'avions lu tout à l'heure. Bandung a été au cours de cette semaine le point de mire, la capitale, devrais-je dire, de l'Asie et de l'Afrique. Nous avons pris du retard. Nous avons été distancés dans la course du monde, mais nous sommes résolus à rattraper notre retard. Nous sommes résolus à n'être d'aucune façon dominés par aucun pays, par aucun continent. Nous sommes de grands pays du monde et nous voulons vivre libres sans recevoir d'ordre de personne. Je lis pour terminer la dernière phrase que nous n'avions pas lue tout à l'heure. Il appartient à l'Asie d'aider l'Afrique au mieux de ses possibilités car nous sommes des continents frères. En 1955, la décolonisation de l'Afrique n'a pas encore eu lieu. Donc ce sont surtout des anciennes colonies asiatiques qui vont se retrouver là. Alors, la dimension d'entraide apparaît évidemment dans ce texte, mais également une dimension d'indépendance politique. Lorsque Nehru dit qu'ils ne veulent être dominés par aucun pays, on pense évidemment au contexte de guerre froide.
où les deux grands essayent de trouver des alliances et des partenaires à mettre dans chacun de leurs camps. Effectivement, on a des sollicitations à la fois des États-Unis ou du camp occidental ou de l'URSS et du camp communiste de l'autre côté pour chercher des alliances. Mais là, Nehru dit que non, ils ne veulent pas spécialement se mettre du côté des États-Unis ou du côté de l'URSS. On va en reparler. On peut noter sur notre fiche, en trace écrite, les États décolonisés veulent s'affirmer sur la scène internationale. Sur la scène internationale, avec l'organisation en 1955, et c'est une date que je vous demande de souligner en rouge, comme on a pu souligner en rouge d'ailleurs 1946, la Réunion est un département français, c'est aussi une date en tant que Réunionnais à bien connaître. L'organisation en 1955 de la conférence de Bandung. De la conférence de Bandung. Vous avez l'orthographe sur le livre. Il forme, et c'est le titre du document, ce qu'on a appelé à l'époque le tiers-monde. Alors c'est une définition à connaître. On va la lire, définition page 118. C'est un terme que le démographe Alfred Sauvy, un démographe français, a proposé à l'époque. Tiers-monde, ensemble de pays souvent issus de la décolonisation qui ont en commun un faible niveau de développement et cherchent à s'affirmer sur la scène internationale. Alors, d'où vient cette expression ? Il faut rechercher son origine dans le tiers-État. Le tiers-État qu'on avait abordé lorsqu'on voyait la société d'ordre sous l'Ancien Régime en France, avec clergé, noblesse et tiers-État. Le tiers-État représentant 98% de la population, représentant la partie de la population la plus pauvre et celle qui paye les impôts et qui n'a pas de privilèges. Donc vous voyez bien que là, il y a une association qui est faite entre ce tiers-État exploité, dominé, qui aspire à plus de liberté, et les régions du monde qui sont encore des colonies et qui aspirent à plus d'indépendance. On va continuer avec un autre document, le document 4, page 119, et on verra que ces pays vont participer à une autre conférence qui est la conférence de Belgrade. On est en 1961, donc vous voyez qu'un certain nombre de pays africains viennent d'obtenir l'indépendance. On va lire ce texte et repenser d'ailleurs à la position de ces pays décolonisés vis-à-vis des deux grands. Je lis le texte. Déclaration finale des chefs d'État ou de gouvernement des pays non alignés, la conférence de Belgrade en septembre 1961. Le titre, la naissance du non-alignement. Les participants à la conférence considèrent que l'extension de la sphère de non-engagement ou non-alignement représente la seule possibilité et le choix indispensable face à l'orientation vers la division totale du monde en blocs et l'aggravation de la politique de la guerre froide. Les pays non alignés offrent encouragement et appui à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur égalité. Les participants sont convaincus que l'apparition de pays nouvellement libérés aidera aussi à réduire l'ère des antagonismes des blocs, c'est-à-dire de la confrontation des blocs qu'on avait vu dans la guerre froide, et à encourager toute tendance visant à affermir la paix et à promouvoir une coopération pacifique entre nations indépendantes et égales. Alors, la dimension qu'on retrouve dans ce texte de la conférence de Belgrade, c'est cette volonté dont Nehru nous avait déjà parlé avant, de ne pas vouloir s'aligner, c'est-à-dire être derrière soit le bloc soviétique, soit le bloc américain. C'est donc une volonté d'indépendance aussi politique sur la scène internationale. Et ce mouvement va prendre le nom, justement, le mouvement des non-alignés. Ils ne suivent pas, ils ne sont pas alignés sur l'un ou l'autre des deux blocs. On peut confirmer en lisant la définition, page 118. Mouvement des non-alignés, mouvement créé en 1961 qui prône, qui défend
l'indépendance des nouveaux États face aux deux blocs de la guerre froide et soutient les mouvements nationalistes. Donc, je vous propose de noter pour votre trace écrite, documents 3 et 4, page 119, à la conférence de Belgrade, c'est en Serbie, conférence de Belgrade, et vous avez également à la noter cette conférence sur la carte que vous avez à compléter. Il crée, c'est-à-dire les pays nouvellement décolonisés, les pays nouvellement indépendants, il crée le mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés, refusant de s'allier avec l'un ou l'autre des deux blocs. Pour terminer cette leçon, on va lire une partie en tout cas du document 5, page 119, qui est une allocution de Julius Nyerere, président de la Tanzanie, en 1979. Donc la question qui nous guide ici, c'est de savoir dans quelle situation économique les pays du tiers-monde, qu'on devine défavorisés, se retrouvent même s'ils sont indépendants. Donc deuxième paragraphe du texte, s'il vous plaît. Nous nous étions rendus compte que nos efforts individuels visant à développer notre économie nationale, des pays nouvellement indépendants, se brisaient sur un mur massif de puissance. La puissance des nations riches et des sociétés transnationales, c'est-à-dire les premières entreprises multinationales ou étrangères qui pouvaient être installées dans ces pays nouvellement indépendants. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés pour négocier avec les États industrialisés les changements à apporter aux règles pratiques régissant les finances et les échanges mondiaux. Le système actuel a été institué par les États industrialisés pour servir leurs intérêts. Il en résulte que le groupe des nations industrialisées tient les finances et les échanges internationaux. Nous, le tiers-monde, nous exigeons maintenant que l'on change les systèmes qui enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres. Donc ici, ce qui est visé, finalement, c'est une nouvelle forme de dépendance créée entre les métropoles et les anciennes colonies. On pourrait parler de néocolonialisme, d'ailleurs, de nouveau colonialisme, ou de dépendance. En effet, même si ces anciennes colonies ont obtenu politiquement une indépendance officielle, les intérêts économiques des nations européennes sont souvent maintenus sur place, les marchés et les activités économiques sont verrouillés et contrôlés par les puissances européennes. Donc on peut noter pour terminer ce cours, confronté au problème du développement, quel développement économique le tiers-monde peut-il mener? Confronté au problème du développement, les nouveaux États ne réussissent pas tous leur décollage économique. Et restent souvent dans la dépendance des États occidentaux industrialisés. Dans les années qui vont suivre, il va y avoir des développements différenciés, on pourrait dire. En effet, dans les années 70, il y a de nouveaux pays industriels ou industrialisés qui émergent en Asie. Je pense à Hong Kong, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, tandis qu'en Afrique, les pays pauvres s'enfoncent de plus en plus dans le sous-développement et les conflits, notamment les coups d'État militaires. Dans les années qui suivent, on pourra dire qu'il n'y a non plus un seul, mais plusieurs tiers-mondes. Voilà, c'est un chapitre qui a été traité assez rapidement. Je vous demande de compléter la carte que je vous ai jointe. Vous avez également un tableau de synthèse qui pourra vous aider à faire un résumé sur ce chapitre. Vous pouvez lire également les capacités que vous avez en bas du corrigé ou en bas de la fiche. Et puis, prenez le temps de lire aussi les documents sur la départementalisation de la Réunion, c'est intéressant. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois sur Radio ACB, la radio scolaire du Collège de Bernica, pour un nouveau cours d'histoire-géographie.